Ma cousine m'a giflé à la porte du palais de justice, m'a traité de « sale bête », puis j'ai pris le siège du juge. Je m'appelle Shannon et à 31 ans, je suis devenue la plus jeune juge de l'histoire de notre comté. Non pas que ma famille ait célébré cet accomplissement. Ayant grandi avec un père qui reconnaissait à peine mon existence et une cousine déterminée à m'éclipser à chaque occasion, mon parcours vers la magistrature fut solitaire. Je ne m'attendais pas à ce que mon moment de triomphe professionnel entre en collision avec un drame familial d'une manière aussi publique. Quand ma cousine Alicia m'a giflé à la porte du palais de justice et m'a traité de « sale bête », mon père est resté là, à regarder. Ni l'un ni l'autre ne savait que 5 minutes plus tard, je serais assise sur le siège du juge. Avant de partager ce qui s'est passé ensuite, j'aimerais savoir d'où vous me regardez aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement si vous voulez entendre d'autres histoires sur la manière de surmonter la trahison familiale et de trouver son propre chemin vers le succès. J'ai grandi dans une petite ville du Connecticut où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Mon père, Thomas Walker, était un homme d'affaires local respecté, propriétaire de plusieurs biens commerciaux en centre-ville. Les gens de la ville le voyaient comme un homme prospère, généreux envers les causes communautaires et bien introduit. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était sa distance émotionnelle à la maison, surtout avec moi. Ma mère, Elisabeth, était le tampon entre nous, essayant toujours de combler le fossé entre les attentes froides de mon père et mon besoin désespéré de son approbation. Elle était ma championne, celle qui assistait à mes événements scolaires et célébrait mes réussites académiques. Mais quand j'avais 12 ans, elle est décédée après une courte bataille contre le cancer et tout a changé. La maison, autrefois quelque peu chaleureuse, est devenue un mausolée glacial de mots non dits et de liens manqués. Avec la disparition de ma mère, le contraste entre la façon dont mon père me traitait et celle dont il traitait ma cousine Alicia est devenu impossible à ignorer. Alicia était la fille de ma tante Patricia. Elle vivait à seulement 3 pâtés de maison et Alicia était constamment chez nous. Elle n'avait que 2 ans de plus que moi, mais elle avait réussi à s'assurer une place spéciale dans le cœur de mon père que je ne pourrais jamais atteindre. Shannon, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta cousine, est devenue la bande-son de mon adolescence. Alicia était extravertie et charismatique, toujours prête avec une blague qui faisait rire mon père. J'étais plus réservée, préférant les livres aux fêtes. Ce que mon père ne remarquait pas, c'est que si Alicia était charmante, ses notes étaient au mieux médiocres. Pendant ce temps, je maintenais une moyenne parfaite et je rejoignais tous les clubs académiques que je pouvais trouver. Mon projet de sciences de 4e a remporté le concours de l'État, ce qui m'a valu un article dans le journal local. Mon père a à peine jeté un coup d'œil à l'article. 2 semaines plus tard, quand Alicia a intégré l'équipe de Shirley Dean Jr., il a emmené toute la famille célébrer au meilleur restaurant de la ville. Ta cousine sait comment jouer en équipe, m'a-t-il dit ce soir-là, comme si cela expliquait tout. Ça la mènera plus loin dans la vie que n'importe quel prix de science. En grandissant, la jalousie d'Alicia est devenue plus évidente. Elle faisait des remarques cinglantes sur ma concentration ennuyeuse sur les études. Une fois, elle a renversé du soda sur mes notes la veille d'un examen important. Une autre fois, elle a dit à un garçon qui me plaisait que j'avais dit des choses horribles sur lui, ce qui n'était pas vrai. Ces petites cruautés se sont accumulées avec le temps et mon père n'est jamais intervenu. L'incident le plus douloureux s'est produit pendant nos années de lycée. Pour notre cours de littérature anglaise, nous devions écrire une nouvelle originale. J'ai passé des semaines à rédiger la mienne, y mettant tout mon cœur dans un récit sur une jeune fille qui trouve sa voie après avoir perdu sa mère. D'une manière ou d'une autre, Alicia a eu accès à mon ordinateur et a trouvé mon brouillon. Elle en a copié de grandes parties, les a légèrement retravaillées et les a soumises comme étant les siennes 2 jours avant la date limite. Quand j'ai découvert ce qu'elle avait fait, j'étais anéantie. Je l'ai d'abord confrontée en privé. Quelle importance, a-t-elle haussé les épaules. Tu as toujours de bonnes notes de toute façon. J'avais besoin de cette victoire. Je suis allée voir notre professeur avec les 2 versions et j'ai expliqué ce qui s'était passé. Le professeur m'a cru, compte tenu de nos historiques scolaires respectifs, et Alicia a reçu une note d'échec. Cela a déclenché un énorme drame familial. Ma tante a appelé mon père, furieuse que j'ai humilié sa fille. Au lieu de me défendre, mon père m'a puni pour ne pas avoir aidé la famille. La famille passe avant tout, Shannon,
m'a-t-il sermonné. Tu aurais pu simplement écrire une autre histoire. Cette nuit-là, je me suis endormie en pleurant, me sentant complètement seule. Le lendemain matin, je suis allée à l'école tôt et je me suis retrouvée à errer dans le bureau de la conseillère d'orientation. Madame Taylor a remarqué mes yeux rouges et m'a invitée à m'asseoir. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, et c'était la première fois que j'admettais à voix haute que je voulais devenir avocate. Je veux me battre pour ce qui est juste, lui ai-je dit. Je veux être dans un endroit où la vérité compte. Madame Taylor m'a mise en contact avec une avocate locale, Janet Reeves, qui a accepté de me laisser la suivre de temps en temps. La juge Reeves est devenue mon premier mentor, me montrant que les femmes pouvaient réussir dans le domaine juridique grâce à l'intelligence, l'intégrité et la détermination. Elle m'a aussi aidé à comprendre que je n'avais pas besoin de l'approbation de mon père pour poursuivre mes rêves. Quand j'ai parlé à mon père de mon projet d'étudier le droit à l'université, il l'a immédiatement rejeté. Les avocats, il y en a à l'appel, Shannon. C'est un rêve irréaliste. Tu devrais te concentrer sur quelque chose de pratique comme l'administration des affaires. Tu pourrais travailler pour moi un jour. Ces mots m'ont blessé, mais ils ont aussi renforcé ma résolution. J'ai postulé dans des universités avec de solides programmes de pré-droit, obtenu des bourses et une aide financière, et je me suis préparée à quitter la maison. L'université était à la fois libératrice et terrifiante. Libératrice parce que j'étais enfin loin des regards désapprobateurs de mon père et du sabotage constant d'Alicia. Terrifiante parce que j'étais entièrement seule financièrement. Alors que beaucoup de mes camarades recevaient le soutien de leurs parents, j'ai jonglé avec 3 emplois à temps partiel en plus d'un programme de cours complet. Je travaillais comme assistante de bibliothèque les matins de semaine, je servais dans un restaurant du campus les soirs et les week-ends, et je donnais des cours particuliers occasionnels chaque fois que je le pouvais. Le sommeil est devenu un luxe, mais j'étais déterminée à réussir sans demander d'aide à mon père. Malgré mon emploi du temps chargé, j'ai maintenu une moyenne de 3,9 et obtenu un stage au bureau du procureur de district pendant ma 3e année. Quand j'ai appelé à la maison pour partager la nouvelle, mon père semblait distrait. C'est bien, Shannon. Tu as entendu qu'Alicia a été promue au centre commercial? Elle est directrice adjointe maintenant. Chaque conversation suivait le même schéma. Mes accomplissements minimisés, les développements ordinaires de la vie d'Alicia célébrés. Avec le temps, j'ai appelé moins souvent. Mon père m'appelait rarement. Pendant ce temps, Alicia avait abandonné le community college après un semestre, prétendant que ce n'était pas pour elle. Cela n'a en rien affecté sa position dans la famille. Ma tante et mon père continuaient de louer sa débrouillardise et ses compétences relationnelles tout en lui apportant un soutien émotionnel et financier. Quand Alicia a eu besoin d'une voiture, mon père s'est porté garant pour son prêt. Quand j'ai eu besoin de nouvelles bottes d'hiver parce que les miennes avaient des trous, il m'a suggéré de mieux gérer mon budget. Le contraste était douloureux, mais il m'a poussé à construire un nouveau réseau de soutien. J'ai noué des amitiés solides avec des camarades qui partageaient mes ambitions et mes valeurs. Plus important encore, j'ai rencontré Julia pendant ma dernière année, lorsque nous avons été associés comme partenaires de débat dans un séminaire de droit constitutionnel. Elle était brillante, drôle et farouchement loyale. Elle est devenue la sœur que je n'avais jamais eue. Julia a été la première personne à qui j'ai annoncé avoir reçu des lettres d'acceptation de 3 facultés de droit, dont une avec une bourse substantielle. Elle a célébré avec moi, achetant du champagne avec de l'argent qu'elle n'avait pas. Quand j'ai appelé mon père avec la nouvelle, il a semblé presque agacé. L'école de droit? C'est au moins 3 années de plus sans gagner un vrai revenu. Shannon, es-tu sûre de toi? J'envoyais des lettres à la maison de temps en temps pendant ma première année de droit, partageant des histoires sur mes cours et mes professeurs. La plupart sont restées sans réponse. Les quelques réponses que j'ai reçues étaient brèves et impersonnelles, incluant souvent des nouvelles d'Alicia que je n'avais pas demandées. Pendant les vacances d'hiver de ma 2e année, j'ai décidé de rentrer pour Noël, espérant que le temps et la distance auraient pu adoucir la dynamique familiale. Julia m'a mise en garde. N'attends pas trop, a-t-elle prévenu. Les gens ne changent pas du jour au lendemain. Elle avait raison. La réunion de famille chez ma tante a été un désastre.
Alicia, maintenant âgée de 25 ans et travaillant comme réceptionniste dans un salon de coiffure, dominait la conversation avec des histoires exagérées sur des clients célèbres. Quand les proches posaient des questions sur mes études, Alicia intervenait rapidement avec une histoire dramatique sur un client qui lui aurait laissé un pourboire de 90 €. Plus tard dans la soirée, j'ai surpris Alicia en train de parler à notre cousin William dans la cuisine. « Shannon se croit si spéciale avec sa grande école de droit », disait-elle. « Mais savais-tu qu'elle a dû prendre des prêts massifs ? Elle sera endettée pour toujours. En plus, j'ai entendu dire qu'elle réussit à peine ses cours. » Aucune de ces affirmations n'était vraie. Ma bourse couvrait la plupart de mes frais de scolarité, et j'étais dans les 10% meilleurs de ma classe. Quand j'ai confronté Alicia, elle a ri en disant que c'était juste une blague. Mais le mal était fait. William m'a regardé différemment pour le reste de la soirée. Le coup de grâce est venu quand mon père m'a prise à part avant que je parte. « Alicia a mentionné que tu avais des difficultés à l'école », a-t-il dit. « Tu sais, il n'y a pas de honte à rentrer à la maison et à prendre un chemin plus pratique. » J'étais abasourdi. « Papa, je n'ai pas de difficultés. J'excelle. » « Pourquoi la croirais-tu sans même me demander ?» Il a haussé les épaules. « Alicia a toujours été directe. Toi, tu as tendance à exagérer tes réussites. » J'ai quitté la maison cette nuit-là et j'ai pris une chambre d'hôtel. Le lendemain matin, je suis retourné au campus 2 jours plus tôt que prévu. Sur le long trajet, j'ai pris une décision qui allait façonner la prochaine phase de ma vie. Je mettrais de la distance entre moi et les gens qui ne pouvaient pas célébrer mon succès. Je construirais ma propre voie. Pendant ma dernière année de droit, je me suis entièrement concentré sur mon avenir. J'ai rejoint la revue de droit, participé à des concours de plaidoirie et obtenu un prestigieux assistanat juridique après l'obtention de mon diplôme. Quand les professeurs et les collègues ont commencé à reconnaître mon potentiel en tant que talent juridique montant, je n'ai pas appelé à la maison pour partager la nouvelle. Le fossé entre ma famille et moi était devenu trop large pour être comblé par des appels téléphoniques. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, et Julia était là, applaudissant bruyamment alors que je traversais la scène. Mon père et Alicia étaient notablement absents, bien qu'ils aient reçu des invitations. Ce soir-là, alors que Julia et moi célébrions avec nos camarades, j'ai réalisé que j'avais créé une nouvelle famille, une famille construite sur le respect mutuel et un soutien sincère. Mes débuts en tant qu'avocate commise d'office ont été difficiles mais profondément gratifiants. Je représentais des clients qui ne pouvaient pas se permettre un avocat, souvent confrontés à des chances écrasantes dans un système qui semblait conçu pour jouer contre eux. Les heures étaient longues, le salaire modeste et le fardeau émotionnel important. Mais pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. En 2 ans, je me suis bâti une réputation de préparation minutieuse, de conduite éthique et de préoccupation sincère pour mes clients. Les juges ont remarqué mon éthique de travail. Les procureurs respectaient mes arguments juridiques, même lorsqu'ils n'étaient pas d'accord. Les avocats chevronnés du bureau des avocats commis d'office ont commencé à me confier des cas plus complexes. L'un de ces cas m'a amené dans la salle d'audience de la juge Eleanor Thompson, une présence redoutable connue pour son intellect vif et sa patience limitée envers les avocats non préparés. Après m'avoir vu plaider avec succès une requête difficile en irrecevabilité de la preuve, elle m'a demandé de rester après l'audience. « Vous avez du potentiel, maître », dit-elle en m'étudiant par-dessus ses lunettes de lecture. « Avez-vous déjà envisagé de viser la magistrature un jour ?» La question m'a prise au dépourvu. La magistrature ? Vous voulez dire devenir juge ? Oui, c'est généralement ce à quoi la magistrature fait référence dans les cercles juridiques, répondit-elle avec un humour sec. Il n'est jamais trop tôt pour considérer votre trajectoire à long terme. Ce comté a besoin de plus de juges qui comprennent ce que c'est que de représenter les défavorisés. Cette conversation a semé une graine dans mon esprit. La juge Thompson est devenue un mentor, m'invitant occasionnellement à déjeuner pour discuter de théorie juridique et de stratégie de carrière. Sous sa direction, j'ai commencé à prendre des affaires qui élargiraient mon expérience et rehausseraient mon profil dans la communauté juridique. L'une de ces affaires concernait la défense d'une jeune femme accusée de vol par son employeur, un important homme d'affaires local.
Grâce à une enquête minutieuse, j'ai découvert des preuves que l'employeur avait piégé ma cliente pour couvrir ses propres malversations financières. L'affaire a fait les gros titres locaux lorsque les charges contre ma cliente ont été abandonnées et que l'enquête s'est tournée vers son ancien patron. Les nouvelles de mes succès professionnels ont finalement atteint ma ville natale par le biais de connaissances communes et de la couverture médiatique locale. J'ai appris par un ancien professeur de lycée qu'Alicia était devenue de plus en plus rancunière en apprenant ma carrière. Pendant que je me bâtissais une réputation dans la communauté juridique, Alicia avait enchaîné plusieurs emplois, ne restant jamais plus de quelques mois au même endroit. Après 5 ans de contact minime, j'ai décidé de tenter de renouer avec mon père. Le temps et la distance avaient émoussé les arêtes vives de notre relation, et une partie de moi espérait que mes accomplissements professionnels pourraient enfin lui valoir son respect. J'ai appelé et suggéré un dîner lors de ma prochaine visite au Connecticut pour une conférence juridique. Le restaurant était haut de gamme et la conversation maladroite. Mon père paraissait plus vieux que ses 58 ans, avec de nouvelles rides gravées autour de ses yeux et de sa bouche. Nous avons échangé des politesses guindées sur le temps et mon vol avant qu'il ne tourne inévitablement la conversation vers Alicia. « Ta cousine traverse une mauvaise passe », dit-il en faisant tourner son scotch. « Elle a encore perdu un emploi le mois dernier. » Pas de sa faute, bien sûr. Le manager lui en voulait dès le premier jour. J'ai hoché la tête poliment, ayant entendu des variantes de cette excuse tout au long de notre enfance. C'est dommage. Quels sont ses projets maintenant ? Mon père a soupiré. Elle a eu quelques ennuis judiciaires aussi. Rien de grave. Quelques conduites en état d'ivresse, un malentendu sur de la marchandise à son dernier emploi dans la vente au détail. Traduction, Alicia avait été surprise en train de voler son employeur. Le schéma familier des excuses et de la minimisation était exactement comme je m'en souvenais. Je suis désolée d'entendre ça, dis-je prudemment. Si elle a besoin de conseils juridiques, je peux lui recommander de bons avocats dans la région. L'expression de mon père s'est durcie. Nous n'avons pas besoin de ta charité, Shannon. Alicia s'en sortira. Elle s'en sort toujours. Le dîner s'est terminé peu de temps après, avec la prise de conscience que certaines relations ne peuvent être réparées par le temps seul. Nous étions devenus des étrangers, liés uniquement par un ADN partagé et une histoire douloureuse. 1 an plus tard, j'ai été présélectionnée pour une nomination judiciaire. À 30 ans, je serais l'une des plus jeunes juges de l'État si j'étais choisie. Le processus de vérification était rigoureux, comprenant des entretiens avec le comité de sélection judiciaire, des vérifications d'antécédents et des évaluations par des pairs. 2 semaines avant la décision finale, le comité a reçu une plainte anonyme remettant en question mon caractère et mon aptitude au poste. La lettre alléguait que j'avais eu un comportement contraire à l'éthique pendant mon temps en tant qu'avocate commise d'office, affirmant que j'avais manipulé des preuves dans plusieurs cas. Les accusations étaient complètement fausses et étrangement détaillées sur ma vie personnelle, suggérant que l'auteur me connaissait. Bien que la plainte soit anonyme, je n'avais que peu de doutes sur sa source. Le moment, les détails personnels, la tentative de saper ma réputation professionnelle, tout pointait vers Alicia. Heureusement, mon dossier parlait de lui-même. Des collègues et même d'anciens adversaires du bureau du procureur se sont manifestés pour garantir mon intégrité. La juge Thompson a écrit une lettre de soutien puissante détaillant des cas spécifiques où j'avais fait preuve d'un jugement éthique exceptionnel. Le comité a enquêté de manière approfondie sur les allégations et les a jugées sans fondement. J'ai été nommée à la magistrature malgré la tentative de faire dérailler ma candidature. L'expérience m'a laissé ébranlée, mais plus déterminée que jamais à servir avec l'intégrité et l'équité qui avaient défini ma carrière jusqu'à présent. L'annonce officielle de ma nomination judiciaire est arrivée un matin d'automne frais. À 31 ans, je suis devenue la plus jeune juge de l'histoire de notre comté. Le journal local a publié un article en première page avec le titre « L'étoile montante du droit Shannon Walker nommée à la cour du comté ». L'article détaillait mon éducation, mon travail en tant qu'avocate commise d'office et incluait des citations de membres éminents de la communauté juridique louant ma nomination. La juge Thompson a été la première à me féliciter, passant à mon bureau avec un petit cadeau, un stylo plume gravé de mes initiales. « On me l'a donné quand j'ai pris mes fonctions il y a 30 ans, dit-elle. Maintenant, il est à toi. »
Utilise-le pour signer des ordonnances qui défendent la justice. Le personnel du palais de justice a organisé une petite célébration. Des collègues des deux camps, des procureurs que j'avais affrontés au tribunal et des collègues avocats commis d'office se sont réunis pour me féliciter. Le juge en chef m'a souhaité la bienvenue dans la famille, comme il l'appelait. La famille. Le mot a déclenché une pointe de douleur douce amère. Mon accomplissement aurait dû être un moment de fierté partagé avec ceux qui me connaissaient depuis le plus longtemps. Au lieu de cela, les personnes qui avaient été témoins de mon enfance étaient absentes de cette étape importante. Julia, qui avait conduit 3 heures pour me surprendre à la célébration, a remarqué ma mélancolie momentanée. « C'est eux qui y perdent, pas toi », a-t-elle murmuré en me serrant la main. « Nous sommes ta famille maintenant. » Elle avait raison, bien sûr. Mais il y a quelque chose dans l'approbation d'un parent que même l'adulte le plus sûr de lui recherche encore à un certain niveau. J'avais construit une vie dont j'étais fière, entourée de gens qui m'appréciaient. Pourtant, une petite partie de moi souhaitait toujours que mon père puisse voir qui j'étais devenue. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné avec un indicatif régional du Connecticut que j'ai immédiatement reconnu. Mon père appelait après presque 1 an de silence. L'espace d'un instant, j'ai pensé qu'il avait peut-être vu la nouvelle de ma nomination. Peut-être qu'il appelait enfin pour reconnaître mon succès. « Shannon, nous devons parler », dit-il sans préambule. Sa voix semblait tendue, presque désespérée. « Est-ce que tout va bien, papa ? Es-tu malade ? » L'inquiétude a immédiatement pris le pas sur notre histoire compliquée. « Non, rien de tout ça. C'est Alicia. Elle a des ennuis. De sérieux ennuis cette fois. Bien sûr, il n'appelait pas du tout pour ma nomination. Il appelait parce qu'Alicia avait besoin de quelque chose. Quel genre d'ennuis, demandai-je, ma voix se refroidissant de plusieurs degrés. Des ennuis judiciaires. Accusation de fraude, usurpation d'identité. Ils disent qu'elle pourrait risquer gros. Elle a besoin d'un bon avocat, Shannon. Quelqu'un qui connaît le système. L'ironie était presque trop forte. Après des années à rejeter ma carrière juridique comme un choix peu pratique, mon père espérait maintenant en tirer parti pour le bénéfice d'Alicia. « Papa, je suis juge maintenant. Je ne peux pas représenter Alicia ni recommander des avocats spécifiques pour son cas. Ce serait une violation de l'éthique. » Un silence s'est étiré entre nous, suivi d'un rire amer. « Une juge, depuis quand ?» La question confirmait qu'il n'avait même pas pris la peine de chercher mon nom en ligne depuis des années. Il n'avait aucune idée de ma nomination, qui avait été couverte par les publications juridiques et les nouvelles locales. « Depuis la semaine dernière », répondis-je calmement. C'était dans les nouvelles. Une autre longue pause. « Eh bien, félicitations », dit-il finalement. Les mots sonnaient creux et superficiels. Mais ça n'aide pas la situation d'Alicia. Tu peux sûrement passer quelques appels, faire jouer tes relations. Ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai des obligations éthiques maintenant qui limitent ce que je peux faire dans des situations impliquant des membres de ma famille. Le plus que je puisse suggérer, c'est qu'Alicia contacte le bureau des avocats commis d'office si elle ne peut pas se permettre un avocat privé. C'est tout ? Tu abandonnes ta famille quand on a besoin de toi après tout ce qu'on a fait pour toi ? L'accusation était si scandaleuse que j'ai failli rire. Que avait-il fait pour moi exactement, à part me saper et me rejeter à chaque occasion ? Je suis désolée que tu le vois comme ça, papa. Je le suis vraiment. Mais je ne peux pas compromettre mon éthique professionnelle, même pour la famille. Il a raccroché sans dire au revoir. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel d'une collègue du bureau du procureur, Lisa Goldstein. Nous nous étions affrontés au tribunal de nombreuses fois et avions développé une relation professionnelle respectueuse. Son appel était inhabituel, surtout en dehors des heures de bureau. « Shannon, je suis désolée de te déranger à la maison, mais je pensais que tu devrais savoir. Nous avons déposé des accusations aujourd'hui contre une certaine Alicia Walker pour fraude et usurpation d'identité. Étant donné ton nom de famille, je me suis demandé s'il y avait un lien. C'est ma cousine, admis-je, mais je n'ai pas eu beaucoup de contact avec elle depuis des années. Je vois. Eh bien, c'est gênant,
mais une partie de l'affaire implique qu'elle aurait utilisé les informations personnelles de quelqu'un d'autre pour ouvrir des comptes de crédit. Le nom de la victime est Shannon Walker. Mon sang se glaça. Elle a utilisé mon identité. Il semble que oui. Les comptes ont été ouverts il y a plusieurs années en utilisant une de tes anciennes adresses de l'université. La fraude n'a été découverte que récemment lorsque les sociétés de cartes de crédit ont entamé des actions de recouvrement. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Il y a des années, j'avais reçu des appels étranges de collecteurs de dettes concernant des comptes que je n'avais jamais ouverts. Je les avais considérés comme des erreurs d'identité ou des arnaques. Maintenant, je comprenais ce qui s'était réellement passé. Sa mise en accusation est prévue pour mardi prochain au tribunal du comté, a poursuivi Lisa. Compte tenu du lien personnel, je voulais te prévenir pour que tu puisses t'assurer de ne pas être assigné à l'affaire. Merci, Lisa. J'apprécie la courtoisie. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans un silence stupéfait. Alicia n'avait pas seulement essayé de saboter ma carrière avec de fausses accusations, mais elle avait en fait volé mon identité des années plus tôt. La profondeur de son ressentiment était encore plus grande que je ne l'avais imaginé. J'étais confrontée à une décision difficile. En tant que membre de la famille et victime moi-même, je devais assister à la mise en accusation pour faire une déclaration au tribunal. En tant que juge nouvellement nommé, je devais maintenir une distance professionnelle avec les affaires ayant des liens personnels. Et en tant que personne ayant passé des années à essayer de se libérer de dynamiques familiales toxiques, je me demandais si je devais même m'impliquer. Après une nuit blanche, j'ai décidé d'assister à la mise en accusation d'Alicia. Pas en tant que juge, mais en tant que membre de la famille. Malgré tout, elle était toujours ma cousine. Et peut-être, juste peut-être, la voir faire face aux conséquences de ses actes serait le premier pas vers sa prise de responsabilité pour ses choix. J'espérais aussi que ma présence pourrait ouvrir une porte à la réconciliation avec mon père, qui serait sûrement là pour soutenir Alicia. Je ne savais pas que ma décision mènerait à l'un des moments les plus humiliants et finalement transformateurs de ma vie. Le mardi matin est arrivé avec ce genre de temps d'automne parfait qui remonte normalement le moral. Air frais, soleil doré, feuilles aux teintes brillantes de rouge et d'orange. Je suis restée devant mon placard plus longtemps que d'habitude, délibérant sur ce que je devais porter. Je n'apparaissais pas en tant que juge aujourd'hui, mais je n'étais pas non plus exactement une citoyenne ordinaire. J'ai opté pour une robe bleu marine conservatrice avec une veste cintrée, professionnelle mais pas ouvertement judiciaire. Le trajet jusqu'au palais de justice était familier, mais mon estomac noué ne l'était pas. J'avais fait face à d'innombrables situations difficiles dans ce bâtiment, des négociations tendues, des témoins émotifs, des avocats adverses hostiles, mais rien ne m'avait préparé à la perspective de voir mon père et Alicia ensemble, surtout dans ces circonstances. Je suis arrivée tôt, en partie par habitude et en partie pour me ressaisir avant la rencontre. Alors que je me garais dans le parking judiciaire, un agent de sécurité s'est approché de ma voiture. « Bonjour, Madame la juge Walker », dit-il avec un signe de tête respectueux. « Je pensais que vous n'étiez pas au rôle aujourd'hui. » « Je ne suis pas ici à titre officiel, Marcus. Affaire personnelle. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais il était trop professionnel pour poser des questions. « Compris, Madame la juge. » « Entrez-vous par l'entrée des magistrats ?» J'ai secoué la tête. « Non, je vais utiliser l'entrée principale aujourd'hui. » « Merci. » En contournant le bâtiment pour aller du côté public, j'ai aperçu mon père debout au bas des marches, vérifiant sa montre avec impatience. Il avait l'air plus vieux que lors de notre dîner un an auparavant. Ses épaules étaient légèrement voûtées, ses cheveux maintenant complètement gris. Un instant, en le regardant sans être vu, j'ai ressenti une pointe de quelque chose comme de la pitié. Il a levé les yeux et m'a vu approcher. Son expression est passée rapidement par la surprise, la confusion et la lassitude. « Shannon, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Bonjour, papa, dis-je en m'arrêtant à quelques mètres de lui. « Je suis ici pour la mise en accusation d'Alicia. » Ses yeux se sont plissés. « Pourquoi ? Pour jubiler ? Pour t'assurer qu'il lui inflige la peine maximale ? » Les accusations m'ont blessé, mais j'ai gardé ma voix égale. « Non. Malgré tout, c'est la famille,
et j'ai pensé que tu pourrais aussi avoir besoin de soutien. Il sembla décontenancé par cela, incapable de concilier ma présence avec sa perception de moi comme quelqu'un qui avait abandonné ses obligations familiales. Avant qu'il ne puisse répondre, une voiture s'est arrêtée brusquement sur le trottoir. Alicia est sortie du côté passager, ma tante Patricia du côté conducteur. Alicia avait l'air terrible. Ses cheveux normalement parfaitement coiffés étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, des racines sombres apparaissant à travers la teinture blonde. Son visage était bouffi, ses yeux injectés de sang. Elle portait un tailleur pantalon noir qui flottait sur sa silhouette, suggérant une perte de poids récente. Pendant un instant, j'ai ressenti une sympathie sincère pour elle. Ce sentiment s'est évaporé à l'instant où elle m'a aperçu. « Qu'est-ce qu'elle fiche ici ?» a exigé Alicia en se dirigeant vers nous d'un pas décidé. Sa voix était assez forte pour attirer l'attention des autres personnes qui entraient dans le palais de justice. « Alicia, calme-toi » a sifflé ma tante en se dépêchant de la suivre. « Nous sommes dans un tribunal. » « Je m'en fiche. Elle n'a pas le droit d'être ici. » Alicia s'est arrêtée juste devant moi, assez près pour que je puisse sentir l'odeur de café sur son haleine. « Tu es venue assister au spectacle, Shannon, tu aimes me voir au plus bas ? » « Ce n'est pas pour ça que je suis là, » dis-je doucement. « Je suis venue pour soutenir papa, et pour voir si je peux aider d'une manière ou d'une autre. » « Aider ?» Alicia a ri, un son dur et cassant. « C'est la meilleure. C'est à cause de toi que je suis dans ce pétrin. » Mon père s'est interposé entre nous. « Alicia, ce n'est pas l'endroit. Allons à l'intérieur retrouver ton avocat. » « Non. » Alicia l'a repoussé. « Il faut qu'elle entende ça. Tu te crois si parfaite, n'est-ce pas, Shannon ? Petite Miss parfaite avec ses notes parfaites et son travail parfait et sa vie parfaite. On t'a toujours tout donné sur un plateau. » L'absurdité de sa déclaration m'a laissé momentanément sans voix. Tout m'a été donné ? J'avais cumulé plusieurs emplois pour payer mes études alors qu'Alicia avait abandonné le community college et recevait toujours le soutien financier de mon père. Alicia, je sais que tu es contrariée, mais ce n'est pas vrai. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai accompli. Travaillé dur ? Sa voix est montée jusqu'à un quasi-cri. Tu m'as saboté. Tu as parlé au procureur de ses comptes, n'est-ce pas ? Tu attendais une chance de me ruiner. Je n'étais pas au courant de la fraude avant la semaine dernière, dis-je en luttant pour garder mon calme. Je n'avais aucune idée que tu avais utilisé mon identité. Cet aveu a semblé la pousser à bout. Menteuse, a-t-elle hurlé. Puis, avant que quiconque puisse réagir, elle m'a giflé violemment au visage. Le coup était choquant, plus que douloureux, le son claquant dans l'air matinal comme un coup de feu. Les gens autour de nous se sont figés, ma joue brûlait, et j'ai goûté le sang là où mes dents avaient coupé l'intérieur de ma bouche. Avant que je puisse me remettre, Alicia a attrapé le col de ma veste à deux mains, m'étouffant momentanément alors qu'elle me rapprochait de son visage déformé. « Sale bête » a-t-elle craché, sa voix basse et venimeuse. « Tu es la honte de cette famille. Tu crois que cette robe te rend meilleure que nous ? Tu n'es rien. » Deux agents de sécurité du tribunal couraient maintenant vers nous. Mon père se tenait figé, regardant la scène se dérouler sans faire le moindre geste pour intervenir. Ma tante tirait inefficacement sur le bras d'Alicia, la suppliant d'arrêter. Les agents de sécurité nous ont séparés, l'un me reculant doucement, tandis que l'autre maîtrisait Alicia. « Est-ce que tout le monde va bien ?» a demandé le premier agent en me regardant avec inquiétude. Je l'ai reconnu comme étant l'agent Ramirez, qui travaillait régulièrement dans ma salle d'audience. « Je vais bien », dis-je en redressant ma veste avec des mains tremblantes. « Madame la juge Walker, voulez-vous porter plainte ?» a-t-il demandé à voix basse. Les yeux d'Alicia se sont écarquillés au mot « juge », et elle m'a regardé avec une nouvelle compréhension et de l'horreur. « Pas de plainte », dis-je fermement, mais j'apprécierais une escorte à l'intérieur. L'agent Ramirez a hoché la tête et a commencé à me conduire vers les marches. En nous éloignant, j'ai entendu Alicia fondre en larmes derrière moi. Mon père n'avait toujours pas dit un mot pour me défendre. À l'intérieur du bâtiment, l'agent Ramirez m'a dirigé vers une petite salle de conférence près du hall principal. « Prenez une minute pour vous ressaisir, madame la juge. Puis-je vous apporter de l'eau ou du café ?
De l'eau serait parfait. Merci. Quand il est parti, je me suis enfin permis de ressentir le plein impact de ce qui venait de se passer. Mes mains tremblaient en touchant ma joue cuisante. Des larmes ont monté à mes yeux, non pas à cause de la douleur physique, mais de l'humiliation publique et de la confirmation douloureuse que mon père choisirait toujours Alicia plutôt que moi, même quand elle avait clairement tort. J'avais nourri un petit espoir qu'assister aujourd'hui pourrait mener à une forme de réconciliation. Au lieu de cela n'avait fait que renforcer ce que je savais depuis des années, mais que je refusais d'accepter pleinement, il n'y avait aucune relation à sauver. Dans le silence de cette salle de conférence, entourée des attributs du système juridique auquel j'avais consacré ma vie, j'ai finalement abandonné le fantasme que ma famille me verrait un jour clairement ou m'apprécierait à ma juste valeur. La prise de conscience était à la fois dévastatrice et étrangement libératrice. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise dans cette salle de conférence à essayer de me ressaisir. Le choc de la confrontation publique m'avait laissé désorientée, mes pensées fragmentées. Je n'arrêtais pas de rejouer le moment de l'attaque d'Alicia, le venin dans sa voix quand elle m'a traité de « sale bête » et, plus douloureusement, la complicité silencieuse de mon père. Un léger coup à la porte a interrompu mes pensées. Lisa Goldstein, la procureure avec qui j'avais parlé du cas d'Alicia, a passé la tête. « Shannon, ça va ? J'ai entendu dire qu'il y a eu un incident dehors. » J'ai réussi à esquisser un faible sourire. Les nouvelles voyagent vite. C'est un palais de justice. Les ragots se déplacent à la vitesse de la lumière. Elle s'est assise en face de moi, son expression inquiète. La sécurité a rapporté ce qui s'est passé. Tu es sûr de ne pas vouloir porter plainte ? J'en suis sûre, cela ne ferait qu'envenimer la situation. Lisa a hoché la tête, puis a vérifié sa montre avec une grimace. As-tu vu Kevin Morgan dans le coin ? Il est censé s'occuper des mises en accusation dans la salle d'audience, c'est aujourd'hui. Non, je ne l'ai pas vu. Y a-t-il un problème ? Elle a soupiré. La juge Reeves a été transportée d'urgence à l'hôpital ce matin. Opération de la vésicule biliaire en urgence. Kevin était censé couvrir son rôle, mais il ne répond pas à son téléphone. Une sensation de froid s'est installée dans mon estomac. La mise en accusation d'Alicia est dans la salle d'audience, c'est, oui, parmi une vingtaine d'autres cas. Lisa a passé une main dans ses cheveux avec frustration. Nous essayons de trouver un autre juge pour le remplacer, mais tout le monde est surchargé aujourd'hui. La greffière, Barbara Lewis, est apparue à la porte, légèrement essoufflée. Te voilà, Lisa. Nous avons un problème. Elle s'est arrêtée net en me voyant. Oh, Madame la juge Walker. Dieu merci. Nous avons besoin de votre aide. Mon aide ? La juge Reeves est absente pour une opération d'urgence. Le juge Morgan est injoignable et nous avons un rôle de mise en accusation complet qui commence dans. Elle a vérifié sa montre, point 15 minutes. Vous êtes la seule juge dans le bâtiment qui n'est pas actuellement en audience. Barbara, dis-je prudemment. Ma cousine est sur ce rôle. Elle est mise en accusation pour usurpation d'identité. En utilisant mon identité. Les yeux de Barbara se sont écarquillés. Oh, mon Dieu, c'est une complication. Lisa est intervenue. Nous pourrions retarder tout le rôle, mais cela signifie que 20 personnes attendent toute la journée ou doivent revenir demain. Certaines sont en détention. J'ai réfléchi rapidement. Laissez-moi appeler le juge en chef Hernandez. Cela requiert ses conseils. Le juge Hernandez a décroché à la deuxième sonnerie. J'ai expliqué la situation aussi concise que possible, y compris la confrontation devant le palais de justice et mon conflit d'intérêts évident concernant le cas d'Alicia. Je vois le dilemme, dit-il après un moment. Voici ce que nous allons faire. Vous pouvez ouvrir l'audience et gérer les aspects administratifs du début de la session. Expliquez que vous avez un conflit avec un cas spécifique et que vous vous récuserez pour cette affaire uniquement. J'enverrai le juge Patel de mon cabinet pour s'occuper spécifiquement de la mise en accusation de votre cousine. Il travaillait sur des avis aujourd'hui, mais il peut intervenir pour un cas. Merci, monsieur. Cela semble être la meilleure solution compte tenu des circonstances. Encore une chose, Shannon, a-t-il ajouté avant de raccrocher.
Documentez tout sur l'incident extérieur. Si votre cousine a eu un contact physique avec vous sur le terrain du palais de justice, c'est une affaire sérieuse, quelle que soit votre relation familiale. Oui, monsieur. Barbara attendait avec anxiété quand j'ai raccroché. Le juge Hernandez dit que je dois procéder à l'ouverture de l'audience et traiter tous les cas sauf celui d'Alicia. Le juge Patel descendra spécifiquement pour cette mise en accusation. Le soulagement a inondé son visage. Parfait. Merci, Madame la juge Walker. Je ferai apporter votre robe dans les appartements du juge derrière la salle d'audience, c'est immédiatement. 20 minutes plus tard, j'ajustais ma robe dans la petite chambre derrière la salle d'audience. Ma joue portait encore une légère marque rouge de la gifle d'Alicia, mais ce n'était pas immédiatement visible. J'avais tiré mes cheveux en un chignon serré et adopté le visage judiciaire que j'avais pratiqué, calme, impartial, digne. Quand je suis entré dans la salle d'audience par l'entrée du juge, l'huissier a crié « Levez-vous ». La cour est maintenant en session. L'honorable juge Shannon Walker préside. En prenant place au banc, j'ai balayé du regard la salle d'audience bondée. Mon cœur a failli s'arrêter quand j'ai repéré mon père et Alicia dans la galerie. La bouche d'Alicia s'est ouverte de stupeur. Le visage de mon père a perdu toute couleur en réalisant qui était assis sur le siège du juge. Je me suis forcé à détourner le regard et à me concentrer sur la tâche à accomplir. Bonjour à tous. Nous avons un rôle chargé aujourd'hui et j'apprécie votre patience. Avant de commencer, je dois faire une brève déclaration. Il y a un cas sur le rôle d'aujourd'hui pour lequel j'ai un conflit d'intérêts personnel et je me récuserai. Lorsque nous arriverons à l'affaire État contre Alicia Walker, le juge Patel prendra temporairement le banc pour gérer cette mise en accusation. Pour toutes les autres affaires, nous procéderons normalement. La greffière m'a remis le rôle et j'ai commencé à appeler les cas dans l'ordre. J'ai traité chaque mise en accusation avec une attention particulière, expliquant les charges aux accusés, confirmant qu'ils comprenaient leurs droits, abordant les questions de caution et fixant les dates des audiences préliminaires. Pendant tout ce temps, j'étais parfaitement consciente que mon père et Alicia me regardaient depuis la galerie. À chaque cas que je traitais avec compétence et professionnalisme, je sentais le poids de leur regard. Pour la première fois, ils me voyaient dans mon élément. Respectée, autoritaire, confiante. Après près d'une heure, nous sommes arrivés au cas d'Alicia. La Cour appelle l'affaire État contre Alicia Walker, dossier numéro 2024 C789. Comme indiqué précédemment, je me récuse de cette affaire en raison d'un conflit personnel. Nous prendrons une courte pause pendant que le juge Patel prendra le banc. Je me suis levée et suis sortie par la porte du juge, croisant le juge Patel dans le couloir. Merci d'intervenir, votre honneur. Il a hoché la tête. Pas de problème, Shannon. Les affaires familiales sont toujours compliquées. J'ai attendu dans mes appartements pendant que le juge Patel s'occupait de la mise en accusation d'Alicia. À travers la porte, j'entendais les sons étouffés des débats. J'ai résisté à l'envie de jeter un coup d'œil. Ce qui se passait maintenant était hors de mon contrôle. 20 minutes plus tard, on a frappé à ma porte. Le juge Patel est entré, enlevant déjà sa robe. C'est fait, a-t-il dit. Elle a plaidé non coupable, mais son avocat a indiqué qu'ils travailleront probablement sur un accord de plaidoyer. Compte tenu des preuves, c'est probablement sage. Merci encore d'être intervenu. Bien sûr. Il a hésité à la porte. Au fait, votre père m'a demandé où il pouvait vous trouver. Je ne lui ai donné aucune information, mais je pensais que vous devriez savoir qu'il demandait. Mon cœur a sauté un battement. Merci de m'avoir prévenu. Après le départ du juge Patel, je suis retournée dans la salle d'audience pour terminer les cas restants au rôle. Alicia était partie, probablement ramenée en détention ou libérée sous caution, mais mon père était toujours assis dans la galerie, me regardant attentivement. Pendant l'heure suivante, je me suis entièrement concentrée sur les cas devant moi, accordant à chaque accusé toute mon attention. Le dernier cas étant conclu, j'ai ajourné l'audience et me suis retirée dans mes appartements. J'étais en train de raccrocher ma robe quand on a frappé à la porte. Oui, ai-je appelé, m'attendant à Barbara ou à un autre membre du personnel. La porte s'est ouverte lentement,
et mon père se tenait dans l'embrasure, l'air incertain et en quelque sorte plus petit que dans mon souvenir. Puis-je entrer, a-t-il demandé, sa voix manquant de sa confiance habituelle. J'ai hoché la tête, lui faisant signe de s'asseoir sur la chaise en face de mon bureau. Pendant un long moment, nous sommes restés assis en silence. Les rôles de notre relation s'étaient soudainement et radicalement inversés. Dans cette pièce, j'étais la figure d'autorité. Il était le visiteur cherchant une audience. Mon père s'est éclairci la gorge. Alors, une juge. Oui. Tu ne me l'as jamais dit. J'ai haussé un sourcil. J'ai essayé, papa, de nombreuses fois pendant de nombreuses années. Tu as toujours été plus intéressé par le dernier emploi d'Alicia au centre commercial. Il a tressailli à la justesse de la déclaration. Je t'ai vu aujourd'hui, au tribunal. Tu étais impressionnante. Venant de lui, c'était peut-être la chose la plus proche d'un éloge que j'ai jamais reçu. Je ne savais pas comment répondre, alors j'ai simplement dit « merci ». Alicia a été libérée sous caution, a-t-il poursuivi. Son avocat pense qu'elle obtiendra un accord de plaidoyer. Sursis, dédommagement, travaux d'intérêt général. Cela semble approprié pour une première infraction, dis-je d'un ton neutre. Un autre long silence s'est étiré entre nous. Finalement, il a dit ce qu'il était clairement venu dire. Je suis désolé pour ce qui s'est passé dehors. Elle n'aurait pas dû faire ça. Non, elle n'aurait pas dû. Et j'aurais dû l'arrêter ou dire quelque chose. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Oui, tu aurais dû. Il a soutenu mon regard un instant, puis a détourné les yeux. J'ai fait beaucoup d'erreurs, Shannon, avec toi. Je le vois maintenant. C'était un aveu que j'avais attendu des décennies, mais il sonnait creux, ne venant qu'après qu'il m'eût vu dans une position de pouvoir et d'autorité. Si j'étais restée avocate commise d'office, cette prise de conscience serait-elle jamais venue? Pourquoi l'as-tu toujours préférée à moi? Ai-je demandé, la question qui m'avait hantée depuis l'enfance trouvant enfin sa voix. Mon père a soupiré lourdement. Elle me rappelait moi. En difficulté, faisant des erreurs, ayant besoin de secondes chances. Toi, tu as toujours été si capable, si autonome, comme ta mère. Sa voix s'est étranglée sur le dernier mot. Après la mort d'Elisabeth, te regarder était douloureux. Tu as ses yeux, sa détermination. Alors, tu m'as puni de te rappeler maman et tu as récompensé Alicia d'être un gâchis. Il a grimacé. Quand tu le dis comme ça a l'air terrible. C'était terrible, papa. C'était terrible de grandir en ayant l'impression de faire quelque chose de mal en faisant tout bien. La conversation avec mon père dans mes appartements ce jour-là n'a pas réparé comme par magie 20 ans de dégâts. Il n'y a pas eu d'étreinte en larmes, pas de réconciliation instantanée, mais c'était un début. Le premier échange honnête que nous ayons eu depuis la mort de ma mère. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, dit-il en se préparant à partir. Mais je suis fier de ce que tu as accompli, Shannon, même si j'ai été terrible pour le montrer. Merci de le dire, ai-je répondu. Ça signifie quelque chose de l'entendre, même maintenant. Nous avons convenu de dîner ensemble le mois suivant, un petit pas vers ce que notre relation pourrait devenir. En arrivant à la porte, il s'est retourné. Ta mère aurait été si fière de toi. Elle a toujours dit que tu ferais des choses remarquables. Après son départ, je suis restée seule dans mes appartements, laissant les larmes couler librement pour la première fois de la journée. C'étaient des larmes complexes. Le deuil pour la relation que je n'avais jamais eue avec mon père, le soulagement de la petite percée que nous venions de connaître, et une fierté douce amère du chemin parcouru malgré tout. Les semaines qui ont suivi ont apporté des développements significatifs. Alicia a accepté un accord de plaidoyer, acceptant de rembourser intégralement l'argent qu'elle avait obtenu frauduleusement en utilisant mon identité, 2 ans de sursis et des travaux d'intérêt général. Le procureur m'a dit que pendant les négociations, Alicia avait exprimé un remords sincère, en particulier concernant l'incident du palais de justice. Elle a demandé si tu serais d'accord pour la rencontrer, m'a dit Lisa autour d'un café. Avec son avocat présent, bien sûr. Elle veut s'excuser en personne. J'ai examiné la demande attentivement. Pas encore. Peut-être un jour, mais je ne suis pas prête pour ça.
Ma décision de maintenir des limites avec Alicia faisait partie d'un engagement plus large pour mon propre bien-être. Pendant trop longtemps, j'avais laissé l'espoir de l'approbation familiale influencer mes émotions et mes choix. Maintenant, je donnais la priorité à ma propre guérison. J'ai commencé à voir une thérapeute, le docteur Rachel Martinez, spécialisée dans les traumatismes familiaux. Nos séances hebdomadaires m'ont aidé à traiter non seulement les récents événements dramatiques, mais aussi les schémas de longue date qui avaient façonné ma vie. Vous avez cherché la validation de personnes qui étaient fondamentalement incapables de la donner, a-t-elle observé lors d'une séance. Ce n'est pas un reflet de votre valeur, mais de leurs limites. Mon réseau de soutien s'est avéré inestimable pendant cette période. Julia me rendait visite fréquemment, apportant des repas faits maison et offrant l'amitié inconditionnelle qui m'avait soutenue pendant des années. Mes collègues de la magistrature prenaient régulièrement de mes nouvelles, offrant à la fois des conseils professionnels et un soutien personnel. La juge Thompson, mon mentor d'origine, m'a emmené déjeuner peu après que la nouvelle de l'incident du palais de justice eut circulé dans les cercles juridiques. J'ai entendu dire que vous vous êtes comporté avec une dignité remarquable, a-t-elle dit. Tout le monde ne pourrait pas maintenir son sang-froid judiciaire après avoir été agressé par un membre de sa famille. Je ne me sentais pas très digne sur le moment, ai-je admis. C'est le secret de la robe, dit-elle avec un sourire entendu. Il ne s'agit pas de ce que vous ressentez. Il s'agit de la façon dont vous vous conduisez malgré ce que vous ressentez. 6 mois après la confrontation au palais de justice, j'ai retrouvé mon père pour dîner dans un restaurant tranquille à mi-chemin entre nos maisons. Ces rencontres mensuelles étaient devenues une nouvelle tradition hésitante, chacune un peu moins gênante que la précédente. Alicia s'en sort bien avec sa thérapie, a-t-il mentionné en attendant le dessert. Elle conserve un emploi à la bibliothèque, reste sobre. C'est une bonne nouvelle, dis-je sincèrement. Bien que je ne sois pas prête à renouer avec Alicia, je ne lui voulais aucun mal. Et toi, comment ça va? Mieux. Il a hésité, puis a ajouté, je vois quelqu'un, un conseiller en deuil. J'aurais dû le faire il y a 20 ans après la mort de ta mère. Cela m'a surprise. Mon père avait toujours rejeté la thérapie comme le fait de payer des étrangers pour écouter ses problèmes. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, ai-je demandé. Toi, a-t-il dit simplement. Te voir ce jour-là au tribunal, tu étais si posée, si forte, même après tout ce qui s'était passé. Ça m'a fait réaliser tout ce que j'ai manqué en m'accrochant au passé. Ce n'était pas une relation parfaite. Trop d'eau avait coulé sous les ponts pour cela. Mais c'était honnête d'une manière que ça n'avait jamais été auparavant. À l'anniversaire de la mort de ma mère, je me suis rendue sur sa tombe pour la première fois depuis des années. J'ai apporté des roses jaunes, ses préférées, et j'ai passé 1 heure assise près de sa pierre tombale, lui parlant de ma vie, de mes réussites, de mes luttes. J'aurais aimé que tu puisses me voir prendre mes fonctions, maman, ai-je murmuré en traçant les lettres de son nom avec mon doigt. Mais je t'ai senti là, d'une manière ou d'une autre. Un résultat inattendu de mon parcours personnel a été une nouvelle initiative professionnelle. J'ai lancé un programme de mentorat pour les jeunes femmes issues de milieux familiaux difficiles intéressées par des carrières juridiques. 1 fois par mois, j'invitais des lycéennes et des étudiantes au palais de justice pour des ateliers sur le droit, le développement professionnel et la résilience. La loi m'a sauvée, leur ai-je dit lors de notre première session. Elle m'a donné une structure quand ma vie en manquait, un but quand je me sentais perdue, et finalement un moyen de créer la justice quand j'avais subi l'injustice. Voir ces jeunes femmes trouver leur voie et leur force est devenu l'un des aspects les plus gratifiants de ma vie. Beaucoup d'entre elles venaient de situations bien plus difficiles que la mienne. Pourtant, elles faisaient preuve d'une détermination et d'un courage remarquables. Tu crées un héritage, a observé Julia après avoir assisté à l'un des ateliers. Quelque chose qui survivra à n'importe quel drame familial. Elle avait raison. Bien que je ne puisse pas changer mon passé, je pouvais façonner mon avenir et potentiellement influencer l'avenir des autres. Le cycle de dysfonctionnement qui avait défini ma famille pendant des générations s'était arrêté avec moi. À l'approche de mon 33e anniversaire, je peux regarder en arrière sur les 2 dernières années avec un sentiment de paix durement gagné. La jeune femme qui cherchait désespérément l'approbation de son père a été remplacée par quelqu'un qui comprend que la véritable validation vient de l'intérieur. J'ai récemment ajouté une seule photo de famille à mon bureau.
Pas les portraits posés que mon père préférait, mais une photo spontanée de ma mère et moi à la plage quand j'avais environ 9 ans. Nous rions toutes les deux, nos cheveux ébouriffés par le vent. Une joie authentique capturée dans un instant fugace. Elle me rappelle chaque jour d'où je viens et le chemin que j'ai parcouru. Le chemin de la guérison est rarement linéaire. Il y a encore des jours où les vieilles blessures semblent fraîches, où un commentaire anodin ou un souvenir déclenche la douleur du rejet. Mais ces moments ne me définissent plus et ne dictent plus mes réponses. J'ai appris que le pardon ne consiste pas à excuser un comportement nuisible. Il s'agit de se libérer du fardeau du ressentiment. L'attaque de ma cousine à la porte du palais de justice aurait pu n'être qu'un autre chapitre douloureux de notre histoire familiale troublée. Au lieu de cela, elle est devenue un tournant qui a finalement conduit à une plus grande compréhension et à la paix. Quand elle m'a traité de « sale bête » et que mon père est resté là à regarder, j'ai pensé que c'était mon moment le plus bas. Je n'aurais pas pu imaginer que quelques minutes plus tard, assise sur le siège du juge, je commencerais le processus de reconquête de mon récit et de redéfinition de ma valeur. Nous ne choisissons pas nos familles ni les blessures qu'elles infligent. Mais nous choisissons comment répondre à ces blessures, si nous les laissons nous définir ou si nous les utilisons comme catalyseurs de croissance. En prenant le siège du juge ce jour-là, je ne remplissais pas seulement un rôle professionnel. Je prenais le siège du jugement dans ma propre vie, décidant de ce qui aurait du poids et de ce qui serait rejeté. Avez-vous déjà vécu un moment où la tentative de quelqu'un de vous humilier a révélé de manière inattendue votre propre force? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cela a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires sur la manière de surmonter la trahison familiale et de trouver votre propre chemin. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et n'oubliez pas, parfois les personnes qui devraient vous élever le plus haut sont celles qui essaient de vous rabaisser, mais leur opinion de vous n'est pas votre destin.